Le 20 mars 2022, l'association Bon Sens et le collectif des syndicats et associations professionnelles européens, le CSAPE, avec pour avocat maître Martine Baheux, ont déposé plainte devant le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris. Les plaignants relèvent les liens entre le président du Conseil constitutionnel avec le cabinet de conseil McKinsey par son propre fils, ainsi que les liens entre ce même cabinet et l'État. Ces liens entachent aussi bien l'écriture de toutes les lois d'exception depuis le début de la crise Covid-19 que leur validation par le Conseil constitutionnel. Enfin, la plainte concerne également une atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, de par des actes d'intelligence de responsables publics avec une puissance étrangère, la société McKinsey France, elle-même filiale de McKinsey Inc., une société américaine. Cette plainte fait suite à la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. On y apprend que les sociétés de conseil, et en particulier McKinsey, sont au centre du monde de l'industrie et de la finance américain. Tous leurs fameux conseils ont pour finalité d'enrichir ces entreprises américaines. Et les grands médias français, complices et bénéficiaires de la situation, font semblant de croire que ces cabinets sont embauchés pour des raisons idéologiques. Les indices à notre disposition montrent plutôt un immense pillage en bande organisée, dont les principaux bénéficiaires, français comme étrangers, sont clairement identifiés. Le rapport du Sénat montre l'explosion des dépenses de cabinets de conseil sous la présidence d'Emmanuel Macron. Déjà en 2018, 379 millions d'euros étaient dépensés par l'État en conseil auprès de ces cabinets, et la situation n'a fait qu'empirer pour atteindre 894 millions d'euros en 2021. Si on ajoute les dépenses des opérateurs de l'État, les cabinets ont reçu plus d'1 milliard d'euros en 2021. Et leurs conseils concernent toute la stratégie de l'État, aussi bien la sécurité intérieure que les finances, l'armement, la transition écologique, les ministères sociaux comme la santé ou même l'éducation nationale. Il s'agit bien évidemment de ne pas oublier de mettre des guillemets à conseil. La plupart des cadres de la fonction publique ou des grosses entreprises ont déjà été confrontés à ces conseillers qui sont venus vendre du rêve à l'entreprise. Et le schéma classique est le suivant. Le grand chef, le directeur ou le président a eu droit à une belle présentation PowerPoint de la part d'une bande de costards-cravates venus lui vendre leurs services pour révolutionner le ou la management, digitalisation, customer relationship ou rationalisation. Les équipes de l'entreprise doivent alors subir des entretiens, audits ou produits d'autres costards-cravates qui ne connaissent absolument rien à l'entreprise, mais ont la solution miracle qui va résoudre tous les problèmes. La restitution prend alors la forme d'un nouveau PowerPoint contenant des propositions fourre-tout et générales qui ne risquent pas de contrarier le commanditaire, de préférence différentes de celles de l'audit d'il y a 2 ans. En bonus, si vraiment on est un vrai pigeon, l'offre s'accompagne d'un nouvel outil informatique qui répond parfaitement à la problématique et est très facile à mettre en place. Les équipes vont alors s'entre-déchirer pour tenter de l'installer pendant 3 ans avant de le laisser tomber parce que personne n'arrive à le faire fonctionner et ni même n'en a besoin. Ça tombe bien, l'État français est friand de costards-cravates, de PowerPoint et de solutions informatiques. Il en est tellement friand que même si au bout de la commande il n'y a rien, absolument aucun livrable, ça ne semble déranger absolument personne. On dira que l'important, ça n'est pas le résultat, mais le schéma parcouru. Dans le rapport du Sénat, on trouve quelques pépites de prestations conseils qui n'ont donné absolument aucune suite. Par exemple, 500 000 euros pour le rapport McKinsey sur l'avenir du métier enseignant, plus de 500 000 euros pour l'organisation d'une convention de manager de l'État qui a finalement été annulée dans le contexte des Gilets jaunes, près d'1 million d'euros pour la préparation par McKinsey de la réforme qui a été avortée des retraites à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il faut dire aussi qu'un cabinet de conseil assis à la table de l'Élysée ou du Conseil constitutionnel, ça doit se voir aussi souvent pour discuter affaires que pour couper la dinde de Noël. On peut par exemple noter que Victor Fabius, directeur associé chez McKinsey & Compagnie France, est le fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Marguerite Cazeneuve, ancienne junior associate de McKinsey & Compagnie France, actuellement directrice déléguée d'assurance maladie, est l'épouse de Aurélien Rousseau, membre du Conseil d'État, directeur de la Monnaie de Paris et directeur de l'ARS Île-de-France, et la fille de Béatrice Cazeneuve du comité de direction d'Eli Lilly, qui vend entre autres une molécule contre le SARS-CoV-2. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, est l'épouse de Guillaume de Montchalin, ancien partenaire de The Boston Consulting Group, un autre cabinet de conseil. Pour plus d'informations, le compte Twitter de Philippe Duval propose des infographies très riches sur tous les liens entre nos politiques et ces cabinets. En plus de ces liens familiaux, le rapport du Sénat dénonce le risque de pantouflage des anciens élus, ministres ou même hauts fonctionnaires au sein de ces cabinets.
Le pantouflage consiste pour une entreprise privée à offrir un poste extrêmement bien rémunéré à un ancien responsable public pour le remercier de ses bons et loyaux services pendant son activité. Les banques ont l'habitude d'offrir de très nombreux postes de ce genre aux anciens inspecteurs des finances. On comprend ainsi un peu mieux pourquoi l'administration française est aussi aveugle sur l'évasion fiscale. En plus d'être un moyen classique de corruption, puisque finalement chaque inspecteur, chaque fonctionnaire, chaque élu sait que s'il est bien gentil toute sa carrière, il trouvera un bon poste de pantouflage dans ces grandes entreprises après sa carrière, c'est aussi un très bon moyen pour ces entreprises de récupérer facilement leur carnet d'adresses et ainsi d'avoir énormément de contacts au sein des grands décideurs de l'État. Le Sénat a dénombré presque une centaine de départs de la haute fonction publique ou des armées vers ces fameuses activités de conseil. Un nombre plus que suffisant pour ouvrir toutes les portes, ou du moins toutes les oreilles. Enfin, le rapport du Sénat dénonce le nombre de prestations pro bono, c'est-à-dire gratuites. Et il est évident que derrière ce philanthropisme des activités de conseil se cache en fait une mise en relation entre les membres de ces cabinets de conseil et les décideurs de l'État et une infiltration pour mieux orienter les décisions qui vont profiter aux autres clients de ces mêmes cabinets de conseil. C'est le sens de l'article de Mediapart sur ces prestations, dont la participation gratuite de Karim Tadjedine, ancien directeur associé de McKinsey au bureau de Paris, à la commission Attali, au think tank En Temps Réel, qui est le club financé par les entreprises du CAC 40, ou encore à la campagne d'Emmanuel Macron de 2017. Le rapport du Sénat insiste donc sur 3 risques déontologiques identifiés par la commission: les conflits d'intérêts, le principe du pied dans la porte avec notamment les prestations pro bono, et enfin la porosité avec les fameux pantouflages. Ainsi, le Sénat fait bien le bilan de cette petite bande de copains qui a réussi à se placer sous le robinet Afrique de l'État. Mais seulement ce milliard d'euros n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. Ces cabinets de conseil coûtent certes une fortune, pour un rendu qui est souvent invisible, mais il serait illusoire de penser qu'ils ne font rien. Il est nécessaire de se pencher sur les vrais bénéficiaires de ces fameuses réformes et lois en provenance directe de ces cabinets de conseil. Un article de 2019 de Consultor révèle que le candidat Macron a bénéficié de très nombreuses aides de la part des cabinets de conseil. Aude Lancelin avait déjà montré dans son célèbre article Macron, le putsch du CAC 40, comment la haute finance française et leurs sous-fifres médiatiques ont propulsé Macron à la tête du pays. Depuis son arrivée au pouvoir, pendant la présidence de François Hollande, il a enchaîné les réformes néolibérales, si chères aux sociodémocrates, remettant au goût du jour un thatchérisme primaire que même les anglo-saxons semblaient abandonner. Cette politique appauvrit les travailleurs tout en enrichissant de manière démesurée les détenteurs du capital, les grands industriels comme les financiers. Elle s'accompagne toujours de contestations réprimées avec violence, et la France n'y a pas fait exception avec la fameuse crise des Gilets jaunes. Ce putsch de 2017, qui n'est que l'aboutissement d'une longue décrépitude, a achevé ce qui restait en France du principe de l'état de droit. Dans un état de droit, il existe normalement une séparation des 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, ne doit qu'exécuter les lois et les décisions de justice. Le pouvoir législatif, détenu par le Sénat et l'Assemblée nationale, écrit et vote la loi, et un pouvoir de censure et de contrôle sur le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, composé des juges et des magistrats, doit contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Précisons qu'en France, le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour juger des décisions des 2 autres pouvoirs. Ce rôle est donné au tribunal administratif. Et enfin, au-dessus de ces 3 pouvoirs se trouve la Constitution, dont le Conseil constitutionnel est le garant. Normalement, les pouvoirs législatifs et judiciaires sont des contre-pouvoirs qui empêchent le pouvoir exécutif de prendre le contrôle total du pays, c'est-à-dire de mettre en place une dictature. Au sein de cette belle théorie, les grandes banques et industries usent de leur pouvoir financier quasiment sans limite pour payer des lobbyistes en permanence qui viennent murmurer à l'oreille de tout ce petit monde. La Commission européenne bruxelloise est même championne olympique de cette discipline. Mais qui peut s'étonner que les grandes fortunes payent des agents pour tenter d'influencer les décideurs et ensuite en tirer profit? Ça n'est pas très équitable, mais c'est la loi du sport. Depuis 2017, en France, les règles du jeu ont changé, le système a décidé de se passer de ces intermédiaires. Et les Français ont pris l'habitude de voir le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, écrire directement toutes les lois et les filer ensuite au Parlement qui va les voter sans aucune discussion. Seul le Sénat réagit parfois à ces lois pour essayer de garder un semblant de débat. En effet, Emmanuel Macron a été très clair sur sa volonté d'avoir un pouvoir exécutif qui réforme le pays.
Les députés de la majorité se sont bien entendu portés volontaires pour assumer ce rôle de donner de la légitimité aux décisions prises sans analyse ni débat. Ce n'est donc plus une instance où sont réfléchies, écrites et votées les lois, mais juste une chambre d'enregistrement. Le rapport du Sénat révèle que ces lois ne sont pas écrites par le gouvernement, mais directement par les cabinets de conseil. Les rôles se sont donc complètement inversés. Nous avions auparavant des politiques qui écrivaient des lois, certes avec des lobbyistes qui venaient les influencer pour que ça aille dans leur sens, mais ensuite on payait des cabinets de conseil pour faire passer la pilule et faire de la communication auprès des lois. Maintenant, ce sont directement les cabinets de conseil qui arrivent avec leur package de lois, qui les refilent au gouvernement, et c'est au gouvernement de se démerder pour faire passer la pilule en faisant de la communication. Et au-dessus de tout ça, on a le Conseil constitutionnel qui est directement en conflit d'intérêts avec ces mêmes agences et avec le gouvernement qui valide le tout. L'idéal communiste du 19e siècle rêvait de la prise de pouvoir de l'État sur l'appareil productif, c'est-à-dire les géants de l'industrie et la finance, et finalement, au 21e siècle, la fusion a bien eu lieu, mais c'est dans l'autre sens, ce sont les géants de l'industrie et de la finance qui ont pris directement le pouvoir de l'État. Les cabinets de conseil sont la pierre angulaire de ce nouveau régime installé en France, organisant le plus grand racket d'argent public jamais mis en place. Au-delà de la facturation des prestations de conseil que nous avons détaillées plus haut, le vrai racket s'organise au niveau des nouvelles commandes de l'État à la suite des nouvelles lois. Les plus simples à identifier concernent la modernisation numérique de l'État, puisque les cabinets de conseil bossent finalement pour eux-mêmes. Par exemple, les cabinets Accenture et Capgemini conseillent chaque jour à l'État de moderniser son action, tout en remportant les différents appels d'offres qui découlent des différentes lois de modernisation. Quelques exemples emblématiques ont coloré ces dernières années. Le projet Scribe, qui visait à dématérialiser les procédures de la police nationale, et notamment la rédaction des plaintes, a été un raté total, 11,7 millions d'euros et 4 ans de développement investis pour rien. Le projet d'opérateur national de paye, ONP, a été un fiasco total. Il devait centraliser en 2017 la paye de 2,5 millions de fonctionnaires et permettre la suppression de 3800 emplois publics. Et pour Solidaire, la facture globale pourrait aller jusqu'à 1 milliard d'euros pour encore absolument rien. La modernisation de Pôle emploi par Capgemini, pour laquelle Franck Séchine a détaillé les conflits d'intérêts ou les arrangements d'appel d'offres, ou encore le baromètre de l'action publique de l'État, la grande opération de communication du gouvernement, pour un coût de plus de 3 millions d'euros. Depuis le début de la crise sanitaire, ces conseillers récupérateurs de projets ont allègrement profité de la générosité de l'État. Le rapport du Sénat montre comment Capgemini et d'autres ont participé gratuitement à la création de l'application Stop Covid, avant d'être finalement rémunéré par l'État pour son hébergement et sa maintenance, et sans passer par aucun appel d'offres. La société McKinsey & Company, contrairement à Accenture ou Capgemini, n'est pas directement opérateur du numérique. En revanche, en conseillant à la fois le ministère des Solidarités et de la Santé et la société Microsoft, elle se trouve dans une position de conflit d'intérêts. C'est un intermédiaire rémunéré par les États pour se faire conseiller d'acheter des produits de ses clients. C'est ainsi que la plateforme F-Data Hub, qui réunit l'ensemble des données de santé de toute la population soignée en France sous la forme de Big Data, afin d'en permettre l'exploitation à des fins de recherche, mais aussi de facto l'exploitation commerciale, est confiée à Microsoft. Et ce, en dépit de vives critiques de la représentation nationale et de promesses de retrait qui n'ont jamais été suivies. C'est donc une société américaine qui détient les informations médicales des Français. Les Wikileaks ont pourtant montré que les agences américaines mettent énormément de moyens pour surveiller les populations au plus grand profit de leur gouvernement et de leurs firmes. On observe d'ailleurs que l'enjeu n'est pas uniquement civil, mais également militaire. Et en effet, la convention constitutive du GIP F-Data Hub compte parmi ses signataires le ministère des Armées, représenté par la Direction centrale du service de santé des armées. Il paraît alors utile de rappeler que depuis la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, l'armée française est devenue accro à Microsoft. Et par de nombreux aspects, on peut considérer que la prise de pouvoir évoquée ici avait déjà commencé pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. La destruction de notre souveraineté sur le plan militaire n'en est qu'un des aspects. Les plus grands gagnants de la crise sanitaire restent indéniablement les laboratoires pharmaceutiques. Ces laboratoires sont des clients importants de McKinsey qui annoncent avoir activement participé à 8 opérations sur 10 de fusion-acquisition de ces dernières années. Ces deux mondes font d'ailleurs plus que se côtoyer et faire des affaires, ce sont tout simplement les mêmes personnes. Stephen Hodge, président de Moderna, est un ancien associé McKinsey.
Ian E. L. Davis, directeur non exécutif Johnson & Johnson, est un ancien directeur général McKinsey. Aamar Malik, vice-président de Pfizer, est un ancien managing partner de McKinsey. On ne s'étonne plus alors que la seule stratégie conseillée au gouvernement soit la vaccination de masse avec les produits vendus par les copains. C'est McKinsey qui s'occupe de la campagne vaccinale entre novembre 2020 et le 4 février 2022, avec une interruption de 3 mois à l'automne 2021. McKinsey est donc grassement payé par le gouvernement français pour émettre des avis qui vont bénéficier aux vendeurs de vaccins clients du cabinet, puis pour mettre en place une stratégie qui va permettre de vendre un maximum de ces vaccins. Les industriels de la vaccination sont également étroitement liés à l'industrie numérique par l'intermédiaire du milliardaire Bill Gates. Le fondateur de Microsoft, dont nous avons vu la mainmise croissante sur les données françaises de santé et les systèmes d'exploitation des matériels militaires, est également le fondateur de Gavi, l'Alliance du vaccin, qui récolte des fonds privés comme publics, la France est contributrice, pour vacciner la planète. Avec sa fondation Bill et Melinda Gates, le milliardaire est également le premier financeur de l'OMS, qui porte un soutien démesuré à la vaccination face à toutes les autres formes de soins. La fondation Gavi est également engagée dans le programme TrustStamp d'identité numérique. Les géants de Big Pharma, tout comme les géants de l'armement ou de la finance, ont besoin des géants du numérique et de la donnée pour asseoir leur hégémonie. Pour mémoire, l'arnaque totale de la grippe H1N1 de 2009 a été la première tentative du XXIe siècle de création d'une panique générale pour rafler la mise. Le Sénat avait écrit un rapport édifiant en 2010 montrant les conflits d'intérêts entre les laboratoires pharmaceutiques, les experts scientifiques, les chercheurs, les décideurs, mais également l'OMS. Cette arnaque a également eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et c'est Roselyne Bachelot, l'ancienne déléguée médicale aux soins du laboratoire ICI Pharma, qui aujourd'hui est AstraZeneca, de 1969 à 1976, puis chargée de relations publiques chez Soggy Pharm de 1984 à 1989, qui était alors ministre de la Santé et a lancé les achats massifs de vaccins. Pour mémoire, 94 millions de doses commandées. Et qui ensuite, en écrasante majorité, finit à la poubelle, 6 millions de doses réellement utilisées. Le coût estimé de l'arnaque est de 660 millions d'euros. Enfin, Pfizer a des liens avec le président Macron. L'affaire Macron-Rothschild effraie la chronique en ce moment. En effet, en 2012, Emmanuel Macron a conseillé le rachat par Nestlé de la filiale de lait infantile de Pfizer pour un montant de 12 milliards d'euros. On lèvera à ce stade le niveau moral du futur président, intermédiaire de cette acquisition, alors que Nestlé s'enrichit depuis 50 ans grâce à la vente de lait en poudre dans les pays où l'eau n'est pas potable, et est donc responsable de la mort de nombreux enfants intoxiqués. Le président français, de mère médecin en conseil à la sécurité sociale, et de père médecin et professeur de neurologie à l'université de Picardie, n'est donc pas qu'un allié de la finance comme on aime le dépeindre, mais également de Big Pharma. Là où il y a de l'argent, il y a le monde de la finance. Les célèbres fonds d'investissement américains, BlackRock, SSGA Fund Management, Wellington Management, Capital Research and Management et The Vanguard sont les plus gros actionnaires de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui ont pu bénéficier de la panique mondiale pour engendrer des bénéfices records. Ces mêmes fonds d'investissement possèdent également Microsoft, qui propose ses services de flicage total des individus. Ce sont également les propriétaires de Meta, Facebook, Twitter, Google via Alphabet, et donc YouTube via Google. Il est donc facile de comprendre l'empressement de tout ce petit monde à combattre les fausses informations concernant les vaccins anti-Covid, qui sont les produits les plus rentables du groupe. L'activité mère de ces fonds d'investissement reste toutefois les retraites. C'est là qu'entre en jeu McKinsey, qui conseille une fois de plus le gouvernement français, et en particulier la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour finir de détruire la retraite par répartition. Leur dernière expertise a coûté près d'1 million d'euros pour finalement être abandonnée pour cause de crise Covid en 2020. Tout cela alors que BlackRock lorgne sur les retraites françaises et que des rencontres ont été organisées avec certains membres du gouvernement depuis 2017. On notera que la dernière grosse réforme des retraites a eu lieu en 2010, encore une fois pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Un système uniquement basé sur le profit finira toujours par être dénoncé. L'ensemble ne peut tenir qu'à condition de convaincre ses représentants de son bien fondé. Un des principes les plus connus permettant de recruter des agents ou corrompre des individus est donné par l'acronyme MICE. Le M pour money, l'argent, le I pour l'idéologie, les convictions religieuses, les politiques ou l'intérêt, les passe-droits, les faveurs sexuelles, le C pour la coercition, la compromission ou la contrainte avec le chantage, les menaces, etc. Et E pour l'ego, la vanité et le désir de se mettre en avant. L'argent est bien le nerf de la guerre que nous avons détaillé plus haut, mais les autres aspects sont également au centre du système.
Le principe de coercition est par exemple au nœud de l'affaire Epstein, dont le suicide risque d'empêcher de découvrir qui, parmi tous les noms en relation avec ce personnage, profitait des faveurs de l'île et qui profitait du chantage qui en découlait. L'aspect idéologique est créé et entretenu au sein des différents groupes auxquels participent les différents protagonistes. Un des plus célèbres reste le World Economic Forum de Davos, organisé par Klaus Schwab et au sein duquel, depuis 50 ans, se rencontrent les plus grandes fortunes, et parfois dirigeants, de la planète. Il y est toujours question de savoir comment diriger un meilleur monde. Le célèbre ouvrage The Great Reset, qui est d'une lecture aussi pénible qu'instructive sur la pensée de ces gens, n'annonce pas moins que la fusion du grand capital et des États pour enfin contrôler cette masse indisciplinée et nuisible pour sa mère Gaïa, l'humanité. La corruption par l'ego est créée avant 40 ans chez tous nos dirigeants par les fameux recrutements des Young Leaders ou Young Global Leaders. Il est difficile de faire mieux qu'un titre honorifique ronflant pour s'assurer de la reconnaissance et de la fidélité de tous ces cadres qu'on retrouve aussi bien dans les banques qu'au sein des gouvernements ou dans les cabinets. Les cabinets de conseil facturent du bullshit pour des sommes astronomiques, c'est ce qui ressort du rapport du Sénat. Il ne faut cependant pas limiter leur action à ce seul racket. Ils sont au cœur d'un pillage de l'État français par l'industrie pharmaceutique, numérique et finalement les financiers américains. Un système dont la finalité n'est pas seulement de s'enrichir, mais bien de prendre le contrôle des institutions. Brzezinski, architecte de la politique étrangère américaine depuis les années 70, explique dans Le Grand Échiquier considérer les pays européens comme des vassaux américains. Je cite, « un des piliers vitaux d'une grande structure de sécurité et de coopération placée sous l'égide américaine ». Et dans ce jeu, seuls les Français ont un temps fait exception en tentant de s'extraire de cette domination. À l'aube de l'élection présidentielle française, c'est donc maintenant l'heure du choix. Doit-on se contenter de cette place de vassal en acceptant que les politiques de santé, d'éducation, militaire, économique ou culturelle françaises soient au service d'intérêts privés américains? Ou doit-on retrouver notre indépendance et reprendre notre avenir en main?